Quel est le point commun entre l'Islande, la Norvège et le Costa Rica ? Ces pays produisent plus de 90% de leur électricité via des sources d'énergie renouvelables. Mais ils disposent aussi d'importantes ressources hydrauliques ou géothermiques qui ne dépendent pas à court terme des variations de la météo. Mais il y a un autre pays, bien différent, qui a décidé de miser sur le renouvelable. C'est l'Australie. Historiquement, ce n'est pourtant pas un pays particulièrement écologique. Grand producteur et consommateur de charbon, l'Australie présente une empreinte carbone de 22,8 tonnes d'équivalent CO2 par habitant, parmi les plus élevées du monde. Mais l'Australie s'est fixé un objectif, devenir un champion des énergies renouvelables. Concrètement, elle est passée de 10,8% d'électricité renouvelable en 2010 à 38% aujourd'hui, et elle vise 82% en 2030. Et tout ceci en comptant principalement sur le solaire et l'éolien, des modes de production particulièrement dépendants de la météo. Alors, est-ce vraiment réalisable ? Les Australiens sont-ils en train de foncer dans le mur ? Ou alors, est-ce que développer un système basé sur l'éolien et le solaire, c'est plus facile qu'on ne le pense ? C'est ce que nous allons regarder ensemble, et vous allez voir que les difficultés ne sont pas forcément celles que vous croyez. Quand on parle de changement climatique et d'Australie, on pense d'abord à ça. Les méga-feux qui ont ravagé le pays et qui sont rendus plus fréquents et plus intenses par le réchauffement climatique. On pourrait donc dire que le pays est en première ligne de l'impact du changement. Pour faire face aux défis climatiques actuels, le pays s'est engagé à réduire de 43% ses émissions de CO2 à l'horizon 2030 par rapport à 2005. La part de l'électricité représente environ un quart des émissions nationales. Il s'agit donc d'un secteur à décarboner en priorité. Un autre élément justifie la rapidité du passage au renouvelable. Ces centrales à charbon arrivent en fin de vie et devront être remplacées. Et pour cela, l'opérateur des marchés de l'énergie australien, AEMO, estime que le déploiement des énergies renouvelables est le moyen le plus efficace et économique d'assurer la transition énergétique en Australie. D'ailleurs, une région est particulièrement en avance sur l'exploitation de ses ressources. Il s'agit de l'Australie méridionale. Une région peu connectée aux autres, qui se doit donc de produire suffisamment pour alimenter ses 1,7 million d'habitants sur un territoire près de 2 fois plus vaste que celui de la France. L'Australie méridionale est un bon exemple, car elle est passée d'une production et consommation intensive de charbon à plus de 70% de renouvelables 15 ans plus tard. Et il y a encore plus fort. Ces 70% sont composés de solaire et d'éolien. C'est le mix avec la part d'électricité renouvelable variable la plus élevée du monde, juste devant le Danemark. Alors, comment en sont-ils arrivés là ? En 2007, l'Australie méridionale, alors dépendante d'une électricité fossile produite à partir de 39% de charbon et 60% de gaz, installe ses premières éoliennes. À cette époque, le solaire ne se développe que marginalement, car son coût est encore élevé. C'est à partir des années 2010 que le solaire connaît un boom. Il s'installe principalement en toiture, chez les particuliers. So there's been some smart stuff that has been done in terms of like standardizing the installation, and all the standards around that are very well laid out, and so you're not starting from scratch with each new house. À tel point qu'en 2017, le charbon est éliminé du mix électrique. C'est à cette période que l'Australie méridionale commence à développer les batteries de stockage. En 2018, l'éolien et le solaire représentent plus de 50% de la production d'électricité. En plus des toitures, les panneaux solaires se développent au sol, sur de grandes centrales. L'utilisation des centrales à gaz diminue progressivement. Aujourd'hui, les renouvelables couvrent plus de 70% de la consommation d'électricité, et les émissions de CO2 dues à la production d'électricité ont été divisées par 3 en 2023 par rapport à 2007. Mais si l'Australie méridionale nous montre que c'est possible, développer un système reposant sur la production variable reste un défi. L'éolien produit lorsqu'il y a du vent et le solaire quand il y a du soleil. Alors, comment l'Australie a-t-elle fait ? Et surtout, ces solutions sont-elles réplicables ailleurs ? Quand on regarde la variabilité des renouvelables, on peut distinguer 2 périodes de temps. Le court terme, soit la production au jour le jour,
et le plus long terme, au-delà de plusieurs jours ou d'une saison à l'autre. Sur un même jour, la production peut varier en fonction des conditions météo ainsi que de l'heure de la journée. La consommation varie elle aussi. Elle est généralement plus importante le soir, quand tout le monde rentre chez soi. Si on superpose une courbe de consommation typique avec celle donnée par les productions éoliennes ou solaires, souvent ça ne coïncide pas. Heureusement, il y a plusieurs façons de combler ces écarts. David Osmond est ingénieur, il a conçu un modèle qui montre comment les besoins peuvent être comblés par un système reposant sur les énergies renouvelables. So I thought it would be nice if I could do a near real-time simulation so that when people said it wasn't windy or it wasn't sunny yesterday, I'd be able to immediately show, well, actually there was enough wind or sun, or maybe I would have shown that, well, supplemented with hydro generation, we could have met it. Ce modèle, simplifié, permet de regarder si un mix 100% renouvelable est théoriquement possible. Pour cela, il prend la consommation quotidienne réelle et essaye de voir si une production majoritairement basée sur les renouvelables aurait pu y répondre. Il multiplie la production éolienne et solaire et met en œuvre plusieurs mécanismes de gestion de la variabilité. And so when I started this simulation, Australia was getting a bit over 10% of its power from wind. And so because my target penetration was 60%, what I had to do was scale up wind by a bit under 6 times. And a similar thing happened with solar. And so every week I calculated what the grid would have looked like if we had have had, almost 6 times as much wind and almost 4 times as much solar. Then I filled in the shortfalls with 5 hours of battery storage and our existing hydro. Ces conclusions sont robustes puisqu'elles convergent avec ce que projette l'opérateur national du réseau australien à l'horizon 2040. Pour mieux comprendre, prenons un exemple de journée typique. Par exemple, le 31 janvier 2024. Ce jour-là, la production en Australie a ressemblé à ça. Mais regardons comment nous aurions pu faire coïncider production et consommation si nous avions eu une part plus élevée d'énergie renouvelable. Voici la courbe de consommation pour cette journée. Et ici, la courbe de production brute, majoritairement issue de sources éoliennes et solaires. De midi à 18h, la production dépasse largement la consommation. On va stocker ce surplus pour l'utiliser plus tard. Dans un pays équipé de barrages hydrauliques, on peut utiliser les stations de pompage qui permettent de remonter l'eau pour la faire redescendre et actionner les turbines en cas de besoin. Dans le cas de l'Australie, on utilisera surtout des batteries. Dans notre exemple, à midi, les batteries étaient déjà remplies à 68%. Elles vont continuer de stocker de l'électricité jusqu'à leur capacité maximale. Dans notre exemple, le maximum est atteint vers 15h. La production supplémentaire est écrêtée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas utilisée. À 19h, la production commence à descendre en dessous de la consommation. Les batteries se déchargent alors pendant la soirée et la nuit pour répondre aux besoins. Dès le lendemain, le soleil refait son apparition et recharge les batteries. La production matinale est assez importante pour que les batteries soient de nouveau pleines dès midi. Faisons le point sur cette journée. L'Australie, sans rien changer à ses habitudes, aurait pu fonctionner avec 100% d'électricité renouvelable. Mais dans cet exemple, les conditions de production étaient plutôt favorables. Prenons alors une semaine d'hiver un peu plus compliquée, avec une production solaire moins importante. Ici, l'éolien produit suffisamment pour ne pas utiliser l'hydroélectricité le premier jour. Les barrages, en revanche, sont mobilisés le deuxième jour. Et le troisième jour, même en additionnant toutes les sources de production et l'électricité contenue dans les batteries, nous n'arrivons pas à atteindre la demande. Dans ce cas très particulier, ce sont les centrales à gaz qui peuvent intervenir. So basically the goal was to see if 5 hours of storage plus hydro could have met all the shortfalls in the week. And for most of the weeks of the year, there were no shortfalls, so I was able to get 100% renewable electricity. But for some weeks, there wasn't enough wind or solar that hydro wasn't able to fill the shortfalls, and so I had to supplement it with gas generation in the short to medium term, but there are clean options for other longer term. Aujourd'hui, on utilise surtout du gaz fossile,
mais à l'avenir, ce pourrait être de l'hydrogène décarboné ou du biogaz. Sur cette semaine, donc, les centrales à gaz soutiennent la production. Mais cela reste exceptionnel. Les projections montrent que 2% de gaz serait suffisant dans l'optique d'un mix électrique renouvelable en 2050. D'ailleurs, pour éviter d'utiliser les centrales à gaz, on peut aussi inciter la population à décaler sa consommation de quelques heures en lui envoyant un message ou en mettant en place des tarifs différenciés en fonction des heures de la journée. C'est le concept d'heures creuses et d'heures pleines comme nous l'avons en France. Voici donc comment pourrait fonctionner un système majoritairement basé sur les renouvelables. Notons tout de même que l'Australie est un cas particulier, avec des hivers doux et un grand potentiel solaire et éolien. Here, Australia is really at an advantage because our wind and solar are actually incredibly reliable compared to most countries. Even our winters are quite sunny, and in most parts of Australia, the peak load is in the summer when people are using air conditioners, so that matches up nicely with solar power. Toutefois, ces enseignements sont utiles dans la perspective où atteindre la neutralité carbone nécessitera le déploiement de moyens de production variables partout dans le monde. La variabilité a donc déjà des solutions. Mais il reste un autre défi, beaucoup moins connu, mais tout aussi important, celui de la stabilité du réseau. Le réseau électrique transporte et distribue l'électricité sous forme de courant alternatif. Celui-ci a une fréquence qui doit rester proche d'une fréquence de référence. En France, par exemple, c'est 50 Hz. La stabilité de la fréquence est le fruit d'un équilibre complexe entre offre et demande. Tout déséquilibre entre offre et demande est susceptible de faire varier la fréquence. Si celle-ci s'écarte trop de la fréquence de référence, il y a un risque de blackout. Mais de nombreux mécanismes existent pour éviter d'en arriver là. Par exemple, l'arrêt momentané d'industries très consommatrices d'électricité. Un autre mécanisme moins connu est l'utilisation des machines tournantes des centrales à charbon ou à gaz. Leurs turbines peuvent être utilisées pour stabiliser le réseau. En effet, leur mouvement de rotation peut être accéléré pour absorber un trop-plein d'électricité ou ralenti pour convertir l'énergie du mouvement en électricité et donner un boost au réseau. C'est un mécanisme différent du stockage d'électricité, mais qui permet d'aider la stabilité du réseau de manière ponctuelle. Mais les éoliennes et les panneaux solaires ne peuvent pas jouer ce rôle stabilisateur. Dans ce contexte, en Australie, les opérateurs du réseau et les producteurs installent de plus en plus de compensateurs synchrones. Ça ressemble à une turbine traditionnelle, sauf qu'elle ne produit pas d'électricité. Elle est destinée uniquement à contribuer à la stabilité du réseau en cas de besoin, comme le feraient les turbines des centrales fossiles. Lorsqu'elle freine, son énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie du mouvement, peut être convertie en électricité. Et lorsqu'elle accélère, elle absorbe de l'électricité en surplus. Elle permet donc, elle aussi, d'aider ponctuellement la stabilité du réseau. Fin 2021, l'opérateur Electranet annonçait l'installation de 4 compensateurs synchrones en Australie méridionale. D'autres projets sont en cours, comme celui de l'opérateur de réseau Transgrid, pour installer 14 compensateurs synchrones et des batteries dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Le stockage d'énergie par le biais des batteries peut également jouer un rôle dans la préservation de la stabilité du réseau, grâce aux onduleurs avancés. Ce sont des équipements capables de reproduire la fréquence du réseau et d'apporter de l'inertie dite synthétique, permettant de stabiliser le réseau en cas de besoin. L'ARENA, l'Agence australienne des énergies renouvelables, a d'ailleurs mis en place en 2022 un programme permettant de soutenir le déploiement de 2 gigawatts de batteries dotées d'onduleurs avancés. Ces différentes solutions permettront ainsi d'assurer la stabilité du réseau. Il y a donc une bonne nouvelle. Les solutions techniques existent déjà pour intégrer les renouvelables variables à grande échelle, qu'elles soient combinées ou non avec d'autres sources de production d'électricité. Car la question n'est pas tellement s'il faut ou non arriver à 100% d'énergie renouvelable, mais plutôt comment nous pouvons supprimer le plus rapidement possible les énergies fossiles émettrices de CO2. Le débat sur l'énergie nucléaire en Australie est d'ailleurs relancé par l'opposition politique. Le pays a en effet fait le choix de bannir cette technologie en 1998. Comme il n'y a pas d'industrie nucléaire sur ce territoire, elle présente aujourd'hui un intérêt limité dans ce cas particulier.
we would have to start an industry from scratch, and it's just so blatantly a means to slow down the energy transition, because you don't build a nuclear reactor or, like a whole nuclear industry in 5 years or something. It's going to be 10, 15, 20 years by the time that we would have that all in place. Par ailleurs, l'éolien et le solaire sont abondants et peu chers sur le territoire australien. Et il reste donc, dans ce cas, le meilleur choix économique. La variabilité reste un défi, mais l'Australie et l'un des pionniers tracent la route pour de nombreux autres pays.